Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, attention aux écrans avant de dormir. Ils augmentent les risques de troubles du sommeil. Les solutions, elles sont à suivre aujourd'hui avec les aventures de notre famille tout écran. Il faut la suivre aussi, c'est Jeanne Dreyfus. Et aujourd'hui, Jeanne, dans ton idée derrière la tech, tu vas nous emmener à la Biennale des imaginaires numériques, tout en programme. Oui, comment les artistes s'emparent du numérique? C'est la question que pose cette biennale qui a lieu actuellement à Marseille, Aix et Avignon, dans laquelle je vous emmène faire un petit tour. Merci, on te suivra dans un instant. Et nous, dans notre talk aujourd'hui, on va suivre deux initiatives, pas comme les autres. La première, elle s'appelle Trace Academia, une nouvelle application d'edutainment pour aider les décrocheurs à raccrocher. Justement, on en parlera avec vous. Louise Gay, vous êtes la directrice générale de Trace d'ailleurs, France. Bienvenue à vous dans l'école du futur. Merci pour l'invitation. Et puis on parlera aussi de cette initiative qui est à la fois un start-up studio, à la fois un think tank qui va produire des études très concrètes. Cette entreprise, elle s'appelle Nemo, c'est la vôtre. Jessica Matois-David, vous en êtes la cofondatrice avec Loïc Rivière. L'entrepreneuriat au féminin qui bat les clichés en brèche, vous le portez haut. Absolument, merci pour l'invitation. Mais d'abord, focus. Et les écrans, vous le savez, ont un impact sur notre sommeil. La lumière artificielle ou la lumière bleue perturbe l'horloge biologique et notre capacité à nous endormir. Démonstration avec notre série La famille tout écran en partenariat avec le Clémy. Voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. Et elle resta à jamais une légende dans tout le royaume. Venez, ma chérie. Alors? Ça y est, elle dort comme un loir. Pitié, il veut pas aller se coucher, j'en peux plus. Plus il me regarde, moins il a sommeil. Et demain, il aura la tête en vrac et moi, la batterie à plat. Ils ont beau avoir des journées stressantes, à courir partout et à faire 1000 choses, une belle histoire, et hop, dodo instantané. Après un long voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Je sais que vous pouvez lire des livres sur vos écrans. Mais je l'avoue, un livre en papier, ça fait moins mal aux yeux que moi. Et surtout avant d'aller se coucher. Et vous verrez que vous dormirez bien mieux. Chérie, tu veux bien me raconter ta journée au boulot? Bien sûr. Alors, ça a commencé avec une réunion stratégie et action synchronisée à adapter au BTP et solutions de post-crossing. Et ensuite, Michaud, le directeur du personnel que j'avais jamais vu jusqu'à... Et voilà pour la famille tout écran. Dans le talk aujourd'hui, vous le savez, on parle de ces initiatives, pas comme les autres, qui mettent en valeur à la fois l'entrepreneuriat au féminin tout en battant les clichés en brèche. Et puis on va aussi battre d'autres clichés en brèche, ceux sur le décrochage avec une application d'edutainment. On ouvre le talk. Et aujourd'hui en plateau avec nous, Louise Gay, directrice générale de Trace France, Jessica Matois-David, cofondatrice de Nemo. Mesdames, je suis ravie de vous compter parmi nous aujourd'hui dans l'école du futur parce qu'on va vraiment aller dans ce futur immédiat avec vous. On va se projeter au pays des talents et des talents qui parfois ont du mal justement à accrocher avec les formations, avec l'emploi. Et puis des talents au féminin qui aimeraient bien justement pouvoir mieux se faire entendre. On démarre avec vous, Louise, et avec Trace Academia. C'est le nom de cette application d'edutainment que le groupe Trace lance justement cette semaine avec une très belle marraine, Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. C'est une application que vous avez d'abord déployée en Afrique, je crois, avant de pouvoir la lancer en France. Cette innovation inversée, elle vous a servi à pouvoir déjà conquérir des talents, aller les rechercher, les faire raccrocher sur le territoire africain d'abord?
Oui, tout à fait. En fait, je peux peut-être parler brièvement de l'historique de Trace, parce que c'est ce qui nous a vraiment amené justement à sortir l'application Trace Academia. Trace, donc, c'est un groupe média qui a près de 20 ans, qui édite une trentaine de chaînes de télévision, des radios, etc. Musicales principalement. Notre audience, c'est la jeunesse, c'est vraiment les jeunes entre 15 et 30 ans. On est très présent, donc on est présent en France, au Brésil, dans les Caraïbes, au UK et beaucoup en Afrique, avec une présence sur de nombreux territoires africains. Olivier Laouché, d'ailleurs, le cofondateur de Trace, est maintenant implémenté en Afrique du Sud. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que, donc nous, on fait principalement de l'entertainment de base, et en fait, on s'est assez rendu compte que la principale préoccupation des jeunes, notamment en Afrique, c'était évidemment de réussir dans la vie, c'était de s'épanouir professionnellement. En Afrique, en fait, on a énormément de jeunes qui sont au chômage, les formations sont payantes, donc le constat de base, c'était de dire comment on peut aider cette jeunesse africaine à aller au bout de leurs rêves, à trouver l'emploi qu'ils méritent, ou en tout cas qu'ils veulent. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, OK, on a d'un côté des jeunes qui sont sous-employés ou qui ne trouvent pas de formation parce qu'elles sont payantes, etc. De l'autre côté, des entreprises qui cherchent à recruter mais qui ont du mal à trouver la main-d'œuvre qualifiée. Donc, on veut mettre en relation ces deux publics. Et donc, on est allé chercher, en fait, on co-construit des parcours de formation avec des entreprises cibles qui ont des problématiques d'emploi en Afrique. Nous, on apporte le savoir-faire en termes de production audiovisuelle. Eux, ils apportent l'expertise métier. On co-construit les parcours ensemble et on offre en fait du coup des parcours de formation gratuitement avec cette nouvelle application Trace Academia. On l'a d'abord déployée effectivement en Afrique. Du coup, l'an dernier, on a plus de 400 000 téléchargements à ce jour. Et effectivement, la semaine prochaine, du coup, on lance en France. En France, on est du coup sur des problématiques un petit peu différentes, au sens où la formation est plus largement gratuite en France. Le taux de chômage est moins élevé, même si on se rend compte qu'il y a quand même des inégalités en fonction des quartiers aussi, en fonction des territoires français. On a donc une problématique effectivement de décrocheurs, effectivement de jeunes élèves qui se retrouvent pas en fait dans les formations académiques. Nous, ce qu'on apporte, c'est une manière d'enseigner plus ludique, avec énormément de vidéos, avec aussi le fait de mettre au centre des rôles modèles qui sont pas forcément issus de parcours académiques très classiques, d'excellence, mais qui ont réussi dans la vie. Et quand on dit réussir dans la vie, c'est vraiment trouver en fait le métier qui nous correspond, trouver la voie qui nous correspond, et c'est vraiment ça qu'on peut mettre en avant. Donc il y a d'un côté effectivement la mise en avant de rôles modèles, de l'autre beaucoup de vidéos, beaucoup d'interactivité, et donc effectivement on cherche à ramener un public vers la formation, enfin ramener un public du coup qui a décroché vers la formation. Et on rappelle que les chiffres justement du décrochage en Europe sont phénoménaux. 14 millions de jeunes, rien que pour l'année 2022, qui sont identifiés en Europe comme décrocheurs et décrocheuses, 1,5 million en France, ce sont les dernières statistiques de l'INSEE. Votre ambition, elle est forte pour 2026, c'est de faire accrocher justement ces talents en puissance, 26 millions d'entre eux dans le monde, et de pouvoir former sur ces 26 millions de jeunes dans le monde, 1 million rien qu'en France. C'est atteignable d'ici 2026, c'est littéralement demain? Alors, on pense que c'est atteignable. Pourquoi on pense que c'est atteignable? Parce que, en fait, du coup, on est associé avec évidemment énormément d'entreprises, puisque en fait, chaque entreprise contribue. Elle relaie aussi la communication par leur biais. Typiquement, on est en partenariat avec Orange en Afrique. Orange, c'est un telco en Afrique qui pousse aussi l'application Trace Academia sur les téléphones, etc. En France, on développe de nombreux partenariats. Donc, l'histoire en France, on va dire qu'elle commence là. On développe de nombreux partenariats, notamment avec l'Académie de Paris, qui a testé du coup l'application et un parcours en particulier sur les métiers de la tech, justement pour sensibiliser les jeunes collégiennes et lycéennes aux métiers de la tech et leur dire voilà, la tech c'est pas que des maths, c'est pas qu'un métier de développeur, mais c'est une pluralité de métiers très divers, c'est accessible à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de faire maths sup, maths spé pour intégrer les métiers de la tech. Et du coup l'idée en fait c'est d'intégrer Trace Academia dans le portail officiel de ressources de l'éducation nationale française. Donc là on travaille en ce moment avec l'Académie de Paris pour justement intégrer la ressource. On travaille aussi avec de multiples partenaires en France, dont Synergie Family, dont Pôle emploi, etc., qui justement veulent aller chercher des publics en fait, qui sont éloignés de l'emploi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de s'associer à un écosystème de partenaires
pour à la fois intégrer du coup l'application Trace Academia dans les écoles, mais aussi en dehors des écoles, où là justement on a un public de décrocheurs. Oui, ce qui est important, et on le voit, il y a une vraie cohérence dans le parcours et dans le maillage de l'application. On va chercher à la fois ces jeunes, quand on va chercher des talents en puissance, ils sont et qui sont encore dans le système scolaire, on le fait via le portail de l'éducation nationale. On espère en tout cas que vous puissiez développer ce partenariat. Et puis, quand il s'agit de faire raccrocher des décrocheurs et des décrocheuses, on essaie d'aller les chercher là aussi par les canaux sur lesquels ils sont présents. J'ai envie de faire entrer Jessica, évidemment, dans cette conversation, notamment sur cette question absolument centrale de la façon dont on peut justement faire raccrocher notamment les filles à ces carrières. Vous citiez notamment cette nouvelle envie de maths et de sciences et de métiers de la tech. Louise, celle que vous proposez notamment en parcours de formation avec Trace Academia. Jessica, c'est fondamental pour Nemo, qui est ce cabinet à la fois que vous avez fondé, une start-up studio qui va permettre justement à pouvoir faire monter des projets d'entrepreneuriat féminin. Ça se passe avec Nemo Venture et puis Nemo Lab, qui pour le coup va se cibler sur non pas un think tank mais un do tank. On passe vraiment à l'action sur l'entrepreneuriat féminin avec des études et des chiffres très concrets. D'abord, cette envie justement des métiers de la tech, de sciences, de numérique, comment est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui à ces jeunes filles ? Alors, tout d'abord, bravo, parce qu'effectivement, je pense que vous remplissez une case qui est vide aujourd'hui. Nous, ce qu'on constate, alors comme vous le disiez, dans le cadre de notre première étude sur les freins, notamment, c'est qu'il est urgent d'ouvrir très très tôt le champ des possibles. C'est-à-dire que le sujet des maths, de la science, des petites filles avec les maths, des petites filles et des maths, des petites filles et de la science, il résulte d'une construction sociale qu'il faut déconstruire. Ça va être assez compliqué, assez long. En revanche, le travail doit commencer au plus tôt. Nous, sur la question des freins, on se rend compte que, les freins sont multifactoriels, donc ne sont pas uniquement liés au genre qui vient se plugger, si je peux parler comme ça, ensuite. Le sujet, il démarre dans la famille, c'est-à-dire qui ou comment je vais pouvoir me projeter dans un avenir, quelles sont mes options. Donc l'idée première, c'est d'essayer de faire en sorte, et je pense que vous y répondez assez bien, de faire en sorte que tout le monde ait les mêmes options sur la table. Aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas. Selon la famille de laquelle vous venez, très clairement, vous avez entendu parler de certaines formations, vous avez entendu parler, donc votre champ des possibles, il est soit comme ça, et puis après va venir la question, s'ajouter la question de la ressource, qui est ce sur quoi nous, on souhaite vraiment travailler. La ressource et la ressource adaptée. Vous disiez quelque chose qui me parle mais vraiment beaucoup et que je mentionne souvent quand j'interviens. La première question aussi qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est réussir sa vie. Tout le monde n'a pas vocation à aller au même endroit, tout le monde n'a pas vocation, en tout cas dans notre secteur, à devenir entrepreneur. Ça, il faut... il est urgent aussi d'arrêter ce fantasme. Oui, parce que cliché aussi, oui, de voilà, tous entrepreneurs et tout entrepreneur heureux, que pour le coup, là aussi, vous mettez un peu à mal. Hein. Oui. Nous, on pense l'entrepreneuriat comme mindset. Il y a l'entrepreneuriat métier, qui n'est pas un sport de masse. Hein, c'est quand même... Ça peut être un sport de combat parfois. C'est un gros sport de combat, mais c'est pas. Je pense que c'est pas un sport de masse. Il y a vraiment des caractéristiques de personnalité qui font que on va pouvoir absorber ce parcours, qui est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, on a quand même la sensation, de par ce qu'on peut entendre dans les médias, notamment, que l'entrepreneuriat c'est le Graal. En fait, c'est le parcours très compliqué. C'est-à-dire que moi, il y a quand même beaucoup de jours où je me dis. Si seulement j'avais pu me contenter d'être salarié, ma vie serait quand même beaucoup plus simple. Oui, ce serait moins drôle en même temps. Ce serait moins drôle. Mais il faut quand même, il y a un rapport au risque qui est assez particulier. Il faut quand même mettre ce que j'appelle, moi, les œillères d'inconscience et foncer. Voilà, ce qui est quelque chose qui n'est pas inné chez tout le monde. En revanche, ce sur quoi, pour moi, on peut travailler, et c'est pour ça qu'on a lancé ce do tank, c'est vraiment... Les trous dans la raquette et ce qui va permettre d'apporter une meilleure ressource, parce qu'il y a énormément, en tout cas dans notre écosystème entrepreneuriat, d'initiatives formidables. Hein, c'est pas le sujet. Il y a
énormément de com sur le sujet, ça on va pas, on dira pas le contraire. Maintenant, les chiffres, très honnêtement, quand on s'y intéresse de près, ne sont quand même pas très satisfaisants. On a quand même tendance aussi à comparer ce qui n'est pas comparable, les études sur les financements, les études sur les freins intrinsèques qui sont cette fameuse autocensure, les études sur... tout est assez... Enfin, tout est configuré de manière assez différente et donc la comparaison, elle n'est pas toujours très parlante. Donc, comparaison, vous avez raison souvent sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce qu'on entend, c'est justement le fait de repositionner cet esprit entrepreneurial, cet esprit et cette envie d'entreprendre. Avant tout, on va revenir sur les chiffres justement que vous êtes en train d'affiner, notamment avec une toute première étude pour Nemolab, une étude à venir début 2023, mais dont vous allez nous faire la primeur, en tout cas sur les premiers enseignements. En tout cas, ce que je note parmi vos deux initiatives, c'est cette envie, encore une fois, d'identifier les trous dans la raquette et de pouvoir les combler, ces trous sans mauvais jeu de mots. Et justement, le fait de se dire que tout est possible. Ce qui est très fort, notamment dans la proposition de Trace Academia, c'est le fait de tourner, finalement, ce qui pourrait être une barrière à l'entrée, à la formation, à l'emploi, en opportunité. On propose, justement, avec cet apanage de formation sur Trace Academia, de faire pour ces anciens décrocheurs et décrocheuses, de leur passion, un véritable métier. C'est ce qui va vraiment, finalement, donner la clé du changement et du déclic de leur nouvelle formation. Oui, tout à fait. Alors effectivement, avec chacun des partenaires, on cherche à développer des opportunités concrètes pour les apprenants. Donc je peux citer un exemple qui est assez parlant. On a un parcours de formation sur le métier d'installateur de paraboles, pour le coup avec Canal+, plutôt en Afrique, parce que c'est un métier qui est moins répandu en France. Et l'idée, en fait, c'est que derrière, en fait, on va proposer à 1500 jeunes, en fait, qui auront suivi le parcours de formation, du coup, sur le digital, sur l'application, d'intégrer la formation, du coup, agréée Canal+ par la suite. Donc voilà, en fait, avec chacun des partenaires, on veut trouver une manière de, soit trouver des mentorats, soit trouver des bourses d'études, soit des stages, etc., pour leur permettre, en fait, d'intégrer aussi l'entreprise une fois que le parcours de formation a été effectué sur l'application. Donc c'est du très pratique. C'est du très pratique, ouais, et c'est vraiment l'idée de ramener les jeunes vers donc l'emploi, dans un premier temps, d'abord trouver l'emploi qui nous correspond, et derrière de pouvoir être en contact aussi avec l'entreprise, du coup, qui propose ce type de métier. C'est vraiment pour ça aussi qu'on co-construit les parcours de formation avec les entreprises qui sont leaders, ou en tout cas qui existent sur les marchés dans lesquels on se développe. Et un des autres trous dans la raquette, pour le coup, que moi je trouve important en France, c'est le côté, en fait, les jeunes, je trouve, sont sensibilisés très très tardivement au métier et au secteur d'activité. Au sein de l'éducation nationale remplit son rôle sur de magnifiques sujets et missions. Mais c'est vrai qu'en fait, les jeunes Français n'ont pas forcément accès au monde de l'entreprise et aux différents métiers tôt dans leur cursus. Et donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est aussi sensibiliser la jeunesse française aux différents métiers qui existent, aux différents secteurs d'activité. C'est ce qu'on fait avec le parcours Tech the Power avec Mastercard et Crédit Mutuel Arca sur le métier de la tech. Ouais. C'est ce qu'on fait aussi avec la fondation qui est déjà dans Trace Academia, tout à fait disponible, qui a d'ailleurs été expérimenté l'an dernier sur les lycéennes françaises. Ouais. Et pour le coup, on s'est rendu compte que la perception des métiers de la tech a changé grâce au parcours. Donc, il y a une étude d'avant-après et ça a changé effectivement sur les jeunes filles, mais aussi sur les jeunes garçons. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'ouvrir aussi à tous et de ne pas s'adresser qu'aux jeunes filles. Parce qu'en fait, quand il y a des disparités de genre, en fait, ça concerne aussi les deux sexes. C'est pas forcément donc, uniquement destiné aux jeunes filles. C'est ce qu'on fait aussi, du coup, avec la Fondation L'Oréal sur les métiers scientifiques. Pareil, une grosse disparité de genre sur les métiers scientifiques entre les femmes et les hommes. Et l'idée, c'est à la fois, en fait, c'est de déconstruire les clichés. Donc, de dire, à tous, ces métiers sont accessibles. C'est pas uniquement pour les garçons. Et c'est aussi qu'il y a une diversité de métiers qui est super intéressante. Et oui, vous pouvez y aller. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un parcours. En fait, il y a plein de métiers différents. Et donc, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je disais tout à l'heure, Mathsup, Mathsp, ou des parcours d'excellence. En fait, ça s'adresse. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles, comme vous le disiez tout à l'heure, et de faire en sorte que chacun trouve sa voie. Et en fait, de se dire, OK, ça, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Je peux aller vers ça, c'est accessible, et comment je peux faire pour y aller. Et donc ça, du coup, on insiste aussi beaucoup sur ce point du coup de la formation en présentiel, parce qu'on sait que le digital ne peut pas tout remplir aussi, et qu'on va orienter du coup les jeunes aussi vers des formations parfois plus poussées. Parfois, la formation sur Trace Academia peut suffire, parfois elle ne suffit pas, et du coup, il faut aller vers des donc il y a toujours un aller-retour entre le présentiel, entre les écrans. On peut justement réussir à construire ce parcours, le co-construire tout au long de sa formation.
question. Plusieurs questions en une question, plusieurs sujets qui vous rassemblent, notamment avec les deux sujets fondamentaux que vous abordiez. Louise, d'abord celui de l'orientation. Jessica, c'est vrai que plus tôt on peut sensibiliser, alors notamment ces jeunes filles à des carrières qu'elles peuvent embrasser dans le numérique, dans la tech, mieux c'est. Et puis il y a aussi cette question fondamentale, là aussi, de l'ouverture des possibles à l'ensemble de ces futurs talents, en dégenrant finalement la question. On va d'abord peut-être regarder d'un peu plus près celle de l'orientation, encore une fois. Aujourd'hui, l'orientation, c'est source d'angoisse pour les collégiens, pour les collégiennes, les lycéens, les lycéennes. C'est ce que 80% d'entre eux expriment, en tout cas au moment crucial où il va falloir remplir, notamment Parcoursup, mais pas que. Comment est-ce qu'on arrive à leur donner les clés pour qu'ils aient une meilleure compréhension des métiers qui vont leur être proposés? Trace Academia. C'est beau, non mais c'est très bien. J'ai l'impression Drop de mic. La réponse est un peu plus complète que celle qu'on peut avoir. Alors effectivement, de la part de l'Éducation nationale, qui fait un travail évidemment formidable, mais dans les moyens qui sont les siens. Moi, je suis assez persuadée aussi que, alors, on sait que rien n'est simple, mais que si cette sensibilisation, elle arrivait beaucoup plus tôt, je veux dire qu'elle arrive même en maternelle, hein, et que dès la maternelle, on est régulièrement, c'est au moins une fois par semaine, un petit temps sur ce que je vais faire plus tard et le faire évoluer, je pense qu'on viendrait déjà corriger beaucoup de choses. Encore une fois, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui ne se passeront malheureusement pas dans les familles et qui sont le lieu où on va commencer à se projeter. Donc l'école ou les initiatives comme Trace Academia ont vraiment une importance, à mon avis, cruciale, parce qu'elles vont venir permettre cette ouverture du champ de possible. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors je sais qu'il y a pas mal de choses dans les tuyaux, pour en avoir discuté récemment avec des personnes de l'Éducation nationale. Mais ça reste à la marge. Enfin, je veux dire, alors les associations effectivement peuvent prendre le relais, mais je pense qu'il est assez urgent d'agréger en fait toutes les bonnes initiatives et de les rendre lisibles pour les parents, pour les enseignants, peut-être qui pourraient les intégrer d'une manière ou d'une autre, voir le cadre. On sait notamment que sur la petite école, il y a beaucoup de choses qui relèvent de la mairie, donc il y a peut-être des choses aussi à faire sans créer trop d'écart d'une ville à l'autre, mais des tests pilotes peut-être à mener au sein des petites classes. En accord avec la municipalité. C'est un moins gros chantier, mais faire des preuves de concept et les généraliser. Je ne vois pas aujourd'hui comment il est si compliqué en fait d'inclure quelques heures régulière depuis le plus jeune âge pour permettre de se projeter. On parle de créer aux formations. Mais oui, on parle de créer le monde de demain, a fortiori dans un contexte où tout est en train de changer. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Alors là, même les parents les plus réveillés n'ont pas forcément toutes les grilles de lecture de tous les nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Je pense qu'on est un peu lent en fait. Donc pourquoi pas une plateforme de solutions, si je vous entends bien. On continue à parler justement à la fois études de ces chiffres qui nous prouvent que oui, en effet, on peut faire raccrocher ces décrocheurs par la passion, par ces nouveaux métiers, et aussi comment débloquer, ouvrir les chakras de l'entrepreneuriat au féminin. On en parle avec nos invités à nouveau dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap tout de suite avec Edouard Denuau. Обратите внимание, вот 4 ложки, 4 одноковенных батареи. Вот создаем магнитное поле. Это закон физики. При правильном расстоянии, посмотрите, вот поставили 3 батарейки. Вот берем обыкновенную копеечку, вот поставили. Вот смотрите, вот батарейка. Только я ставлю батарейку, вот все, магнитное поле заработало. Смотрите, копеечка сама по себе ходит. Вот убираю батареечку. Раз, упала. Вот еще раз показываю. Вот ставишь батарейку, магнитное поле сработало. Посмотрите, копеечка сама крутится. Вот убрали. Раз, упала. Это закон физики.
nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Jessica Matouat-David, cofondatrice de Nemo. Justement, cette proposition, cette initiative pour remettre ces lettres de noblesse à l'entrepreneuriat au féminin. Toujours en compagnie de Louise Gay, directrice générale de Trace France pour Trace Academia, cette toute nouvelle application d'edutainment que le groupe Trace lance justement cette semaine en partenariat avec de très nombreuses entreprises. On revient justement dans un instant à notre question du jour. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. On aime les jeux de mots dans cette émission, vous savez, Louise. Surtout celui-ci, et surtout quand il s'agit de nous faire voyager, Jeanne, à la Biennale des imaginaires numériques. Tout en programme, tout est dans le titre. Tout à fait. À Marseille, Aix et Avignon, c'est la 3e édition de cette Biennale qui nous propose d'aller à la rencontre d'artistes qui mêlent leurs imaginaires aux formes du numérique. Autour cette année d'un thème central, celui de la nuit. J'attends pas plus longtemps pour vous montrer les projets à l'honneur des 2 nuits d'inauguration de cet événement où l'on pouvait voir recréer une aurore boréale au-dessus du cours Mirabeau, la plus belle avenue d'Aix-en-Provence, admirer l'église de la Madeleine transformée en architecture luxuriante grâce au mapping vidéo d'Ulysse Lefort, ou encore assister à l'éclairage par les visiteurs d'un nuage à hauteur d'homme constitué de plus de 6000 ampoules, tout un programme. Absolument, c'est beau, on le voit sur ces images avec toi, tu as une chance incroyable de pouvoir te balader dans cette biennale. Pourquoi est-ce que le thème de la nuit particulièrement a été choisi pour cette édition ? Eh bien, on en parle moins, mais la nuit, tout comme le jour, est évidemment touchée par les technologies numériques. On en parlait tout à l'heure dans la petite pastille du Clémy. Elle, qui est supposément intime, supposément oisive, elle est tous les jours un peu plus grignotée par nos activités technologiques qui pénètrent jusqu'à notre inconscient. Même dans cette vidéo de Claire Malrieux, dans laquelle une IA produit un discours extrêmement bizarre à partir d'une banque de données un peu spéciale. Pourquoi spéciale ? Parce que c'est celle de la Dream Bank de l'université de Santa Cruz en Californie, une banque de données qui recense 70 000 rêves vécus par des milliers de participants que l'IA interprète à travers donc un texte étrange aux connexions inattendues, mais finalement un peu comme dans nos rêves. Une nuit comme une post-révolution numérique, si on t'entend bien. Quels sont les autres aspects d'ailleurs qui sont traités dans cette biennale ? Alors, je ne vous cacherai pas que certains aspects ont trait à l'angoisse, malheureusement, parce qu'un certain nombre d'artistes sont angoissés par cette surdigitalisation. Chez Romain Tardy, ça se traduit par l'enfermement psychique qui est incarné par ces cellules de sommeil, une évocation des sleep pods qu'on peut voir dans certains aéroports. Quand chez d'autres artistes, notamment chez Hugo Arsac, la rêverie nous entraîne au cœur d'usines de fission nucléaire visibles en VR, qu'il a totalement numérisé via un scan LIDAR, chaque point qu'on a vu étant un aller-retour du laser 3D au sein des lieux. Et elle pourrait être presque rassurante, ces cathédrales de ferraille, si jamais on n'envisageait pas en fait l'énergie et le danger qu'elles produisaient. Alors même si j'aurais bien besoin de me glisser dans un slip-pod, tu vois, dans ces prochains jours, on va quand même plutôt se tourner vers les rêves. On va quitter le terrain de l'angoisse et les rêves, notamment ceux des enfants. Oui, tout à fait, parce qu'il y a toute une partie de cette biennale qui est adaptée au jeune public, notamment par exemple à Aix-en-Provence, des parcours contés qui permettent aux enfants ou un peu plus grands de suivre des récits imaginaires tout en allant visiter les lieux où ont lieu les expositions. Quand à Marseille, je conseille à tous les enfants de se rendre dans le Media Lab de la Friche de la Belle de Mai, où les jeunes à partir de 6 ans sont formés aux bases du design numérique, et donc numérisation 3D, réalité augmentée n'auront plus aucun secret pour eux, d'autant plus que tous les logiciels qu'ils utilisent sont open source, totalement gratuits, et donc peuvent être téléchargés à la maison, et donc les enseignements peuvent continuer, les expérimentations et les futures vocations de la numérisation 3D peuvent continuer à la maison. Absolument, mais merci Jeanne pour ce voyage fantastique dans cette biennale des imaginaires numériques. Imaginez demain, développer cette créativité, cet imaginaire. Là aussi, c'est essentiel pour pouvoir justement susciter des vocations, Jessica. Ah oui, absolument.
Oui, enfin en tout cas, il faut pour combler ces fameux trous dans la raquette dont on parlait tout à l'heure, c'est sûr faire preuve d'une certaine imagination et en tout cas s'adapter à l'évolution de la société qui elle-même fait preuve de grande imagination. Donc oui, tout à fait. Cette imagination, cette créativité, c'est aussi ce qu'on va chercher dans les candidats et les candidates de Trace Academia. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir aussi qu'en fait, l'audience de Trace est très, très intéressée par les métiers de la musique et des industries culturelles et créatives, puisque c'est notre métier, on va dire, d'origine. Et donc, c'est vrai que sur Trace Academia, en fait, on a énormément aussi de parcours qui sont développés autour des industries culturelles et créatives, notamment avec l'AFD sur le management culturel, avec la SACEM, du coup, sur le business musical, parce que, pour le coup, c'est une audience, on va dire, naturelle de Trace, que c'est aussi des métiers qui sont des métiers passion pour les jeunes, sauf qu'on a énormément de jeunes, en fait, qui souvent veulent devenir artistes, mais qui connaissent pas, en fait, tous les métiers de l'ombre derrière du domaine de la culture, et qui, du coup, sont souvent, en fait, se concentrent sur ce seul métier-là et qui connaissent pas tout le champ des possibles, encore une fois, dans le domaine de la culture. Donc, l'idée, c'est justement d'ouvrir et de leur dire, ben voilà, en fait, effectivement, il y a le métier d'artiste, mais derrière un artiste, il y a aussi le métier de top liner, il y a aussi le métier de beatmaker, d'ingénieur du son. Et en fait, tous ces métiers-là, ils sont aussi essentiels que l'artiste interprète. Donc, c'est vrai que du coup, on insiste beaucoup, en tout cas, on a à peu près 25% de nos parcours qui sont vraiment des parcours sur l'entrepreneuriat, on va dire, de la créativité, enfin des industries culturelles et créatives. Voilà. Et je reviens aussi sur Marseille, donc, parce que j'ai vu des images du coup de la friche de la Belle de Mai. Ouais, Trace a des bureaux en fait au pôle média de la Belle de Mai. On travaille du coup avec la mairie de Marseille, donc je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux mairies. Et on développe aussi des programmes en fait d'incubation de jeunes sur les métiers, cette fois-ci de la musique. Enfin, on a commencé par les métiers de la musique, on va continuer sur plus globalement les métiers des industries culturelles et créatives. Et du coup, on va dire que c'est un peu le pendant présentiel de Trace Academia, où du coup on les incube, c'est comme un business game, ils sont en équipe, donc c'est des équipes pluridisciplinaires et ensemble ils vont devoir créer un projet. Donc sur l'édition 1 c'était sortir un titre en intégralité, sur l'édition 2 c'était établir une stratégie de communication, de marketing et de distribution autour d'un artiste, et voilà. Et donc du coup on travaille avec effectivement des mairies pour avoir aussi des programmes de physique, de mise en montée de compétences. Absolument. Et on utilise aussi du coup les ressources de Trace Academia à l'intérieur de ces programmes-là pour que du coup on ait des formations complètes entre présentiel et digital. Oui, absolument. On le sent vraiment. L'idée, c'est d'ouvrir au maximum les chakras, les possibles, tant en termes de formation que de mindset, d'esprit entrepreneurial. On continue à en parler avec vous trois, mesdames, tout de suite dans la deuxième partie du talk. Jessica Matoua-David pour Nemo, c'est Woman à l'envers. Je vous donne un petit truc et astuce. Évidemment, Louise Gay pour Trace Academia et Trace France sont avec nous en plateau aujourd'hui parce que vous le savez, on parle de ces initiatives et de ces solutions pour pouvoir faire accrocher les jeunes décrocheurs d'un côté et puis de l'autre, susciter cet esprit d'entreprise, d'entreprendre, notamment pour les femmes. Et ça, c'est intéressant, notamment Jessica, parce que chez Nemo, on le disait tout à l'heure, il y a deux volets, il y a Nemo Lab d'un côté, il y a Nemo Venture de l'autre. Les études que vous êtes en train d'affiner justement avec ce doutant, ce laboratoire de l'action dédié à l'entrepreneuriat féminin, battent littéralement des clichés en brèche. La toute première étude, elle doit voir le jour en 2023, mais on va avoir quelques secrets avec vous et quelques coulisses. D'abord, la question que vous êtes posée, c'est comment est-ce qu'on peut se projeter, comment on peut avoir la capacité à faire de l'entrepreneuriat et quelle est surtout la responsabilité de l'éducation dans tout ça? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais peut-être préciser une chose importante par rapport à nos études et la raison pour laquelle on va certainement sortir aussi de ce qu'on peut entendre généralement, c'est parce que on a d'une part décidé de mener des études à la fois qualitatives et quantitatives, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on ne va pas se contenter d'interroger un panel large avec des questions simples. On a une première phase qui porte sur une vingtaine, presque 30 profils qu'on interviewe de manière très approfondie selon les méthodes sociologiques
qui sont exigés dans le cadre de ce genre d'enquête. Et donc là, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'interview. Et on recueille les propos de la personne de manière complètement... Enfin, l'idée est de surtout pas biaiser le récit et de recueillir telle quelle l'information. Ensuite, de cette partie qualitative, on génère un rapport intermédiaire. Donc tout ça fait par une sociologue. Et de ce rapport intermédiaire, on génère un questionnaire pour la partie quantitative. Et la partie quantitative va donc venir infirmer, confirmer, challenger, en tout cas à tout le moins, cette partie qualitative. Et de là, on génère un rapport définitif. Et donc, l'idée ensuite est de faire ce pont recherche-action, d'où le do tank, et de générer des mesures innovantes qu'on va mettre en œuvre, idéalement, avec les acteurs existants de l'écosystème. L'idée est d'améliorer l'offre existante et nous, on se met au service, en fait, des acteurs grâce à ce fondement scientifique pour leur apporter des choses qui sont sur les trous dans la raquette. Et vraiment des choses très précises et très concrètes. La première étude notamment que vous menez, elles sont sur les freins à l'entrepreneuriat. Exactement. Et alors, deuxième particularité, c'est que nous menons nos études, nous avons décidé que pour l'intégralité des études que nous allons mener, nous allons faire 2 panels, un panel féminin et un panel masculin. Oui, parce que ça va répondre à la question. L'idée, c'est vraiment d'isoler la part du problème genre dans le cadre des freins de manière générale. Parce que le sujet, il est multifactoriel, on l'a dit. Ce qui se dessine, alors un peu de teasing de la partie qualitative qu'on vient d'achever, c'est quand même que à profil égal, c'est-à-dire j'habite dans le même genre d'endroit, j'ai fait le même genre d'études, je viens du même genre de famille, il n'y a pas de différence au stade, il n'y a pas une grande différence au stade du début de l'aventure entrepreneuriale pour les 2 genres. C'est galère pour les 2. donc après vient s'ajouter évidemment le biais genre, le problème genre, et avec cette particularité, et si on doit en retenir un, c'est pas uniquement l'autocensure, c'est cette capacité, je parlais du rapport au risque tout à l'heure, les femmes ont vraiment cette particularité de vouloir savoir faire les choses à 200% avant d'y aller, là où les hommes en fait vont se dire qu'en s'entourant suffisamment, on va y arriver. Là, honnêtement, pour moi, le point, la grosse différence, elle se fait là. Mais en amont, ce qui ressort de la partie qualitative et de certaines autres études aussi, c'est quand même que à situation égale, on est dans les mêmes difficultés. Donc le sujet, il est qu'est-ce qui m'a permis de me projeter, comment et comment en fait je corrige cet écart entre cette fracture territoriale et après ce problème genre. Mais ça c'est fondamentalement intéressant parce que ce que vous nous dites, c'est que finalement le biais de genre ne vient que se rajouter aux questions sociales et géographiques de départ. C'est aussi ce que vous voyez dans les profils notamment des candidats et des candidates de Trace Academia, en tout cas ceux que vous avez pu déjà accompagner en Afrique notamment. Oui, tout à fait. On se rend compte qu'effectivement, il y a d'une part les inégalités qui sont liées au territoire ou effectivement à la famille, etc. Et puis ensuite, effectivement, vient se rajouter la question du genre. Nous, l'idée de effectivement aider les jeunes filles, que ce soit en Afrique ou en France, c'est vraiment un focus pour le coup de Trace Academia. D'où le fait qu'on ait sorti en fait des parcours spécifiques pour sensibiliser les jeunes filles à des secteurs d'activité différents ou des métiers différents. Voilà, donc c'est vrai qu'on essaye de répondre à la fois aux deux. On édite aussi beaucoup de parcours sur les compétences socio-émotionnelles, donc ce qu'on appelle les soft skills en bon français, pour justement, dans cette idée d'être dans une pédagogie positive et l'idée de pouvoir aussi former sur le savoir-être et la confiance en soi, etc., ce qui peut manquer parfois aux jeunes filles. Donc on essaye aussi d'accompagner du coup la pédagogie avec des compétences socio-émotionnelles et pour pouvoir faire monter en compétences et en confiance du coup, les jeunes garçons et les jeunes filles. Mais voilà. Cette question de la confiance, Jessica, c'est quelque chose, on le disait, ce biais de genre qui vient finalement en complément malheureux des autres biais de départ. La question de la confiance, c'est quelque chose que vous notez dans les premiers entretiens qualitatifs que vous avez pu... alors absolument. Et alors ce qui est assez... je veux dire, aujourd'hui, on est à un moment où le sujet est sur la table. L'entrepreneuriat féminin, on entend parler beaucoup, on en entend beaucoup parler. C'est un sujet très sauf que les faits
est quand même pour moi, et on le ressent dans les interviews, de positionner d'emblée les femmes dans une position de... Alors, victimaire, le mot est fort, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, on est une jeune fille, on sort du lycée, on attaque ses études, ou on termine ses études. On se dit d'emblée que ça va être très compliqué pour nous, parce qu'on n'entend que ça. Donc, il y a un moment, je pense qu'il est aussi urgent de rééquilibrer le discours. Effectivement, il y a des difficultés qui viennent s'ajouter, c'est lié au genre, mais il faut aussi beaucoup communiquer sur les succès. Et je pense que le vrai, nous, notre ambition, c'est vraiment de passer d'études sur les freins à des études sur les facteurs de succès. Voilà, et de changer un peu, parce qu'aujourd'hui, très concrètement, et c'est très simple, quand on voit ce qui se passe dans la presse ou dans les... Forcément, on se dit que ça va être très compliqué. Moi, je ne vais pas m'étendre là, parce que vous l'aurez compris, je peux parler 4 heures. J'ai quand même eu des témoignages, même hors études, de personnes, parce qu'évidemment, on va passer beaucoup d'entrepreneurs hallucinants. Ouais. Des jeunes femmes qui considèrent que d'emblée prennent leur premier poste, il faut travailler plus que les hommes, parce que de toute façon, on va essayer de leur faire du mal. Mais c'est hallucinant, hein, vraiment. Donc, des femmes brillantes qui ont aucune raison de s'inquiéter, qui font très bien leur travail, mais considèrent qu'il faut se lever à 4 heures du mat pour travailler 4 heures de plus pour essayer d'être à la hauteur. Enfin, je suis assez intimement convaincue que c'est lié à l'ambiance générale qui fait que ça va forcément être difficile pour les femmes. Et justement, le fait d'inverser le prisme, le fait de se dire qu'il faut relever ce défi de l'entrepreneuriat au féminin, vous l'avez posé il y a quelques jours dans une tribune choc publiée aux Échos, co-signée avec Loïc Rivière. L'égalité homme-femme, oui, elle a été renouvelée comme grande cause nationale du quinquennat par le président réélu Emmanuel Macron, pour ne pas le citer. C'est une grande cause qui, en même temps, va pouvoir comprendre les violences faites aux femmes, mais aussi celle de l'égalité professionnelle. On signale au passage que la loi Copé-Zimmermann vient de fêter ses 10 ans, enfin c'était en 2021, mais il n'y a pas très longtemps non plus, une loi qui imposait 40% de femmes dans les conseils d'administration d'entreprises de plus de 250 salariés. On en est où 10 ans après, Jessica ? Écoutez, je pense que sur la partie entreprise, on a quand même beaucoup progressé. Moi, j'ai encore du mal à me positionner sur cette question des quotas. Hein, je vais être très transparente avec vous. Je pense qu'effectivement, c'est nécessaire, hein, après avoir évidemment beaucoup débattu le sujet. Mais un quota qui n'a pas fonctionné, c'est en fait puissance 1000 en termes de régression sur le sujet, quoi. Donc, non, les choses progressent évidemment en entreprise. Je pense il serait difficile de dire le contraire. Nous, ce qu'on disait notamment en partant de ces 10 ans de la loi Copé-Zimmermann dans notre tribune, c'est que en revanche, l'entrepreneuriat demeure l'angle mort des politiques publiques, mais pour une raison qui est aussi assez évidente, c'est qu'on ne peut pas imposer des quotas aux investisseurs, n'en déplaise à certaines personnes qui ont écrit sur ce sujet. On ne peut pas, c'est compliqué. Malgré les actions notamment d'initiatives comme Sista, on peut y penser notamment qui encourage. Qui encourage justement les investisseurs et investisseurs à accorder plus de crédit justement aux entrepreneurs tech. Mais alors, sur ce sujet-là, je sais que c'est pas toujours bien perçu parce que ça revient à faire peser la charge du problème sur les femmes. Mais la question du financement et de l'investissement, moi qui suis investisseur par ailleurs, elle est, à mon avis, à travailler à côté des femmes parce qu'il faut leur donner les armes pour aller... Aujourd'hui, on peut en parler tant que vous voulez. Je ne vois pas comment un investisseur qui a en face de lui un dossier qui est... excellent, tout misogyne soit-il, va refuser de potentiellement gagner des millions d'euros parce que c'est une femme en face. En revanche, ce qu'on voit, et je le vois du côté studio, c'est quand même que les femmes y vont moins franchement. Encore une fois, donc il faut travailler, il faut donner les armes en fait. Il faut avoir, je pense, l'honnêteté, le mot est encore peut-être un peu fort, mais de se dire que on va travailler de ce côté-là plutôt que de blâmer tout le temps. Alors, elle existe, l'endogamie, elle est là. Avant qu'elle change, il va se passer des années. En revanche, on peut avoir des quick wins en donnant plus d'armes aux femmes et en apprenant à manœuvrer dans cet écosystème. Parce que moi, je ne suis pas persuadée, et encore une fois, je suis peut-être à contre-courant, que quand il y aura 50% de femmes dans les fonds d'investissement, il y aura plus de financement pour les femmes. C'est absolument pas certain. C'est pas aussi mathématiquement... Non, pas du tout, voire c'est parfois plus compliqué. Donc
il faut pas faire de généralité, il faut arrêter de genrer, en fait. Il faut se baser sur le talent de la personne, ce qu'elle amène, ce qu'elle fait, et quand c'est pas suffisant, lui donner les ressources pour qu'elle le fasse mieux. Et en tout cas, ces quick wins, ces victoires rapides, elles sont justement atteignables grâce à ce dont on parlait avec vous, Louise, il y a encore un instant. Le fait de monter en compétence sur les soft skills et sur les compétences comportementales. Investisseur, vous le disiez, oui, vous l'êtes, notamment via Nemo Venture, avec plusieurs projets en ce moment même portés par ce Startup Studio. Un fonds d'investissement doublé d'un incubateur, un projet dans les industries spatiales, un projet dans la santé, un projet dans la cyber. L'idée, c'est vraiment de miser sur les deep tech pour pouvoir faire briller cet entrepreneuriat féminin. Alors l'idée, c'est d'aller là où les profils féminins sont les plus rares. Et c'est vrai que quand on voit les progrès, les chiffres, notamment de l'entrepreneuriat de manière générale, il y a un certain progrès. Alors après, il faut regarder quand même beaucoup lié à l'essor de la micro-entreprise, le Covid. Enfin, tout ça mérite quand même d'être interprété. Mais il est quelque chose qui n'est absolument pas contestable, c'est que dans la tech, et alors a fortiori dans la deep tech, on tombe à 10%, là où on est à peu près à 40% de manière, sur l'entrepreneuriat général. Nous, on s'est orienté vers ces sujets deep tech parce qu'on a aussi, on est vraiment animé par l'impact que peut avoir notre démarche. La particularité rapidement d'un Startup Studio, c'est donc de mettre à la fois du capital humain et du capital financier à destination de projets qui arrivent très très tôt. Donc nous, en fait, on a une boîte qui crée des boîtes et qu'on finance. On co-crée des startups avec des équipes qui comportent au moins une femme, et après avec l'ambition de maintenir, quand l'équipe sera construite, une certaine parité dans la mesure du possible, parce que honnêtement, les profils, c'est pas toujours, féminins sont pas toujours facile à dénicher. Et effectivement, là, on travaille avec une formidable ingénieure sur un gros projet dans le spatial. Une femme qui nous arrive par hasard et qui au départ avait... son projet était formidable. Elle développe de la tech spatiale, donc elle est d'emblée formidable, mais n'avait pas du tout cette ouverture du champ des possibles. Et nous, en fait, le modèle studio vient faire ça, va mettre en sécurité quelque part l'asset qui est le scientifique beaucoup dans notre histoire, et la décharger de tout le reste, la partie finance, la partie business dev, la partie, tout ce qui va faire. Absorber sa charge mentale. Exactement, ce qui est notre métier. Et en plus, on lui donne de l'argent. Alors, on s'associe, nous, avec chacune de nos cofondatrices. Les projets nous arrivent soit d'une personne qui a une idée, donc on est anté-création, avant la création de la main, soit on va potentiellement cibler une technologie qu'on va racheter et sur laquelle on va développer carrément une équipe from scratch. Et on brûle de découvrir cette future, justement, grande entrepreneur du spatial, ingénieur déjà de son étape. Vous l'avez vu aujourd'hui avec vous, on voulait justement ouvrir le champ des possibles pour les décrocheurs et les décrocheuses sur les questions de formation. Ça se passe évidemment sur tous vos objets connectés, vos tablettes, avec l'application Trace Academia, à la fois sur les écrans et dans la vie réelle, avec le groupe Trace et ses entreprises partenaires, pour accrocher avec les formations de demain. 26 millions d'entre vous dans le monde qui pourront justement trouver une formation à leurs pieds d'ici 2026 grâce à Trace Academia. On l'a fait aussi pour ouvrir les chakras de l'entrepreneuriat au féminin avec Nemo en 2 versions, Nemo Lab justement pour le do tank, et puis Nemo Venture pour porter haut ces projets de deep tech et d'entrepreneuriat au féminin. Merci aussi évidemment, comme toujours, à Jeanne Dreyfus. Elle a ouvert notre champ des possibles et nos imaginaires avec cette biennale. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.